Sophocle, le citoyen dramaturge ou le héros pardonné, avec Jacques Lacarrière. Jacques Lacarrière, vous avez publié en 1960 dans la collection Les grands dramaturges à l'Arche un essai sur Sophocle, puis la traduction de son théâtre complet. Aujourd'hui, Jacques Lacarrière, c'est en compagnie du dramaturge Sophocle que vous allez nous conduire dans l'univers du théâtre, de la pensée et de la culture grecque du Ve siècle. Chez les Grecs anciens, celui qu'on appelle le dramaturge, d'abord, est quelqu'un qui participe à un concours, au cours duquel le public va finalement choisir quel est le meilleur auteur, le meilleur dramaturge, le meilleur acteur. C'est un véritable festival qui se déroule à Athènes pendant plusieurs jours et qui est financé par la cité ou par des corrèges, par des citoyens riches. Autrement dit, c'est toute la cité qui est concernée par le théâtre à ce moment-là. Et le dramaturge lui-même, bien sûr, compte énormément puisque c'est lui qui écrit, mais en même temps, il n'écrit pas, si je puis dire, dans le silence d'une tour d'ivoire. Il écrit porté par la cité, porté par la manifestation même qu'est le théâtre dans la vie de la cité, et donc fatalement il en est une émanation. Mais la place de Sophocle à l'intérieur de la cité est quand même assez spécifique, puisque je crois qu'il avait à la fois des fonctions politiques et religieuses. Oui, mais d'abord, il y a une raison assez concrète, c'est qu'il a vécu 90 ans. Et donc qu'il a eu amplement l'occasion de participer à la vie sociale. Par ailleurs, vous savez qu'à Athènes, ville démocratique, à un certain moment, tout citoyen, en tout cas tout citoyen lettré, tout citoyen compétent, devait prendre part aux affaires de la cité et donc était désigné pour différentes activités qui auraient consisté aujourd'hui, par exemple, à des activités juridiques, législatives, militaires, sociales même. Et c'est la raison pour laquelle, à plusieurs reprises, Sophocle, probablement parce que aussi il avait certainement une personnalité très forte, a été élu et désigné à différents postes, à différentes fonctions, notamment stratège, qui est assez important parce que c'est une fonction à la fois militaire mais en même temps de responsabilité civique, et puis aussi à d'autres reprises à prendre part, comme on dit, aux affaires de la cité, comme juge par exemple, au cours de certains procès, comme conseiller. Donc, il a participé à tout cela. Mais vous savez, les autres aussi. Échille aussi l'a fait. Euripide un peu moins. Mais c'est Sophocle, je crois, qui a été le cas le plus net de fusion, ou en tout cas d'identité entre un dramaturge, un homme, un créateur, et un citoyen, je dirais, actif dans sa cité. Et qui a vraiment participé aux affaires d'Athènes. Alors justement, quelle est cette parole, quel est ce regard de Sophocle sur les citoyens ? Vous savez, ce qui est assez difficile, parce que ça, ce sont des choses qu'on peut peut-être faire au XVIIe siècle, on a pas mal d'éléments, il est bien évident qu'un homme qui a été un magistrat, c'est-à-dire pas magistrat professionnel, mais à plusieurs reprises, et notamment dans des moments très difficiles, quand la démocratie a été menacée, Sophocle a constitué un comité de salut public, si l'on peut dire. Donc un homme qui était particulièrement engagé dans les problèmes de sa ville, de sa cité, ne pouvait pas ne pas certainement retransmettre des échos dans ce qu'il a écrit. Mais vous savez, les dramaturges ne se souciaient pas d'originalité dans la Grèce ancienne. Ça, c'est une notion qui leur échappait totalement et dont ils n'avaient que faire. Au contraire, pratiquement, ils se référaient à des thèmes, des mythes, des légendes, des histoires connues de tous, ce qui d'ailleurs simplifiait le problème du public. Tout le monde connaissait les histoires d'Oedipe, d'Antigone, celles d'Atrée, celles de Thyès, celles d'Agamemnon, d'Oreste, Électre. Et donc, à partir de ce canevas, qui était un canevas populaire, si l'on peut dire, en tout cas connu du public, chacun apportait son regard, son interprétation, je dirais son découpage personnel, et c'est cela qui faisait le dramaturge. Dans votre essai, vous dites, dans son œuvre, Sophocle propose une réflexion, une morale et une revendication des droits de l'homme devant l'arbitraire d'un pouvoir sans limite. Donc, Jacques Lacarrière, qu'il s'agisse d'Ajax, d'Antigone, de tous les personnages de la tragédie de Sophocle, de tous ces héros qui sont maudits, ces héros éprouvent l'affrontement de leur regard et de leur conscience face justement à la cité. Mais le problème, il est très simple, on pourrait d'ailleurs l'illustrer par des comparaisons qui nous concernent de plus près. Quand Échille, Sophocle, Euripide traitent de ces grands mythes, ces mythes, ils appartiennent à ce qu'on pourrait appeler le Moyen-Âge de la Grèce. Ils sont archaïques. Ils appartiennent à des époques que la Grèce connaît mal, sur lesquelles elle n'a pas d'archives. C'est exactement aujourd'hui comme si on construit une pièce à partir des débuts du Moyen-Âge.
Or, comment va-t-on faire? Les dramaturges se trouvent en face d'une époque où l'arbitraire était total, où les rois étaient des rois avec droit de vie et de mort sur les citoyens. Ils ont donc affaire à un contexte qui est un contexte pas du tout sauvage, mais archaïque, où le roi est aussi bien un tyran, un despote, où encore une fois la cité n'a pas encore conquis le droit d'exister en tant que tel. Et comme il s'adresse à un public du 5e siècle extrêmement exigeant sur le plan de sa participation comme citoyen, très vigilant sur la question de la démocratie, il faut introduire, j'allais dire, instiller des petites doses homéopathiques de démocratie dans une histoire qui n'en comportait aucune. Imaginons Jeanne d'Arc faisant la leçon à Charles VII en disant mais attendez, votre décision on va la mettre aux voix. Vous voyez, ce serait très étrange par rapport à cette époque. Or, c'est un peu ce que fait Sophocle. Il s'agit d'introduire de la démocratie, c'est-à-dire une mentalité démocratique, dans un monde qui non seulement était archaïque, mais comme dans les femmes de Trachis, c'était peuplé même avec des monstres. Il y a des centaures, il y a des hydres, il y a des personnages monstrueux, féeriques, merveilleux ou fantastiques selon les cas. Qu'est-ce qu'on fait avec la démocratie et ces grands personnages qui adhèrent encore en plein au mythe, de même qu'ils ont encore peut-être des corps de serpent ou des cornes de taureau sur la tête? Qu'est-ce qu'on peut faire? À la fois, il faut s'en servir et il faut que leur présence arrive à dire quelque chose aujourd'hui aux citoyens du 5e siècle. Et je crois que Sophocle, là-dessus, a magistralement, je dirais, pas inversé, mais quand même retourné les mythes, enfin le sens des mythes, pour leur faire dire quelque chose qui était son obsession, à savoir que la démocratie, c'est le pouvoir du citoyen sur sa propre cité, sur sa propre histoire, mais comme malgré tout l'histoire, le fond de l'histoire appartient aux dieux, c'est quand même eux qui décident, il faut savoir jusqu'où le citoyen peut aller trop loin. C'est-à-dire où s'arrête le pouvoir de faire l'histoire, parce qu'il y a toujours un moment où les dieux disent « Bon, comme ça suffit, c'est à nous de jouer ». Et c'est pourquoi, d'ailleurs, même à Athènes, l'assemblée, l'ecclésiale, au cours de ses libérations quotidiennes, se commençait par un sacrifice à Zeus. C'est-à-dire c'est un conflit qui va opposer la cité et oui, les dieux. Et qu'on retrouve tout à fait dans le théâtre de Sophocle. On le retrouve parce qu'il y a ce problème. Regardez une phrase très intéressante dans Ajax. Ajax est un héros pris à l'Iliade, un véritable monstre qui fonce devant lui, qui écrase tout, qui est une force de la nature, une force qui va, aurait dit Victor Hugo. Or, Ajax, donc ce guerrier célèbre qui anéantit les ennemis, qui est valeureux, qui aurait aujourd'hui toutes les médailles militaires du monde, qu'est-ce que lui fait dire Sophocle? À un moment, quand il part au combat, son père lui dit eh bien, va et sois vainqueur, surtout affronte l'ennemi, il n'a pas besoin de lui dire, il le fait tout le temps, mais toujours avec l'aide des dieux. Phrase tout à fait normale et banale dans toutes les époques archaïques. Et qu'est-ce que répond Ajax? Il lui dit avec l'aide des dieux, alors si les dieux m'aident, j'ai plus aucun mérite. Si c'est les dieux qui se battent à travers moi, à quoi servira mon bras et mon épée? Moi, je veux vaincre avec mon bras. Je veux que ce soit mon bras et mon courage qui soient vainqueurs. Parole typiquement du 5e siècle. Revendication du soldat à l'égard de son propre courage et de sa propre victoire. Revendication du citoyen à l'égard de son pouvoir de décision en ce qui concerne sa vie quotidienne ou collective. Et on a un exemple très intéressant, comment Sophocle prend une légende ancienne, typiquement, je dirais, guerrière, épique, où les personnages, vous le savez, sont des marionnettes entre les mains des dieux, même s'ils sont vainqueurs, qui ne s'y trompent pas. C'est Athéna, c'est Apollon qui sont battus et qui leur ont donné la victoire. Ce n'est pas eux qui l'ont obtenue. Ils les ont choisis, c'est là leur mérite, mais ce n'est pas eux véritablement qui ont gagné. Alors, est-ce que c'est encore pensable au 5e siècle avant Jésus-Christ de voir des hommes marionnettes, n'est-ce pas, qui se battent, qui sont vaincus, qui sont vainqueurs, qui sont blessés, qui ne sont pas blessés, en fonction de ce que décident les dieux dans l'Olympe avec une balance? Non. Donc, il faut que, de même que le citoyen reprend le droit de contrôler sa vie civique, le soldat doit contrôler son courage et sa présence devant l'ennemi. Il doit avoir la fierté de se battre lui-même avec sa force, son entraînement, son courage, sa technique, son astuce au besoin, mais il ne doit devoir sa victoire qu'à lui-même. Et les combattants de Salamine ou de Marathon pensaient ainsi. Et c'est ça qui donne la force. Je crois, enfin c'est une hypothèse, mais je crois que c'est cette pensée qui a fait que 12 000 Grecs ont vaincu à peu près 1 million de Perses, parce qu'ils étaient 12 000 contre 1 million. Mais 12 000 avec cette idée dans la tête, et 1 million qui se battent simplement comme des troupeaux de bœufs qu'on envoie à la boucherie en leur disant vous allez tout droit puis vous foncez, eh bien vous avez d'un côté des soldats et de l'autre côté des bêtes. Et c'est grâce à ça que les Grecs ont gagné, sinon c'est pas explicable. Aucun stratège ne peut expliquer une victoire d'une poignée d'hommes sur une multitude pareille. Ben, je crois que c'est ça
qu'a fait gagner. Et que donc le théâtre n'est pas si loin que ça, d'ailleurs, de la vie civique et de la vie de la cité. L'âme du mort sort par le pied, par la nuit, per la fine dans das Wort, in my hand is my music, l'uomo è in centro che lo sex, nel mezzo è lo phallus del mio centro, il mio corpo, nel mio principio, la mia parola, nel mio centro, la mia bocca, nella mia fine, am ende, in my end runs my beginning. Ça, c'est le point de vue, le premier point de vue. Le second point de vue, c'est-à-dire être maître de sa victoire. Le second point de vue, c'est qu'il faut savoir l'arrêter. Il faut absolument savoir maîtriser sa puissance et son pouvoir. Alors, la puissance dans le cas militaire, le pouvoir dans le cas civique, et là, toute l'œuvre de Sophocle, c'est vraiment une réflexion de citoyen. Il n'y a de pouvoir possible que si on sait où il s'arrête, et dans le respect du pouvoir des autres. Et toute l'histoire, les histoires de Sophocle vis-à-vis de Créon, des rois, il ne discute pas le pouvoir de Créon. Il lui dit qu'il va trop loin, c'est tout. Un roi n'a pas tous les droits. Par exemple, un droit ne peut pas empiéter dans le domaine des dieux. Le problème des morts, ça ne concerne plus les vivants, ça concerne les dieux. Il faut respecter les rites funéraires. Un roi n'a pas le droit d'intervenir dans le domaine de la vie et de la mort qui n'est plus du ressort de l'homme. De même, il n'a pas le droit d'intervenir dans une cité entière, comme si elle était sa propriété. Il y a une très belle phrase que lui dit son fils, Aimon. Il lui dit quoi? Mais avec ta théorie, autant régner seul dans un désert. Si tu considères que tes sujets ne sont pas des citoyens. Autrement dit, des gens qui doivent obéir au doigt et à l'œil à toutes tes décisions, autant aussi bien les détruire tout de suite, ça reviendra au même. C'est-à-dire que on ne peut plus avoir ce pouvoir au 5e siècle avant Jésus-Christ, mais quand même il en faut un, parce que Sophocle n'était pas un anarchiste. Il avait bien conscience qu'il faut à la fois un pouvoir, et que ce pouvoir doit lui-même se créer des règles claires et conscientes, et le théâtre a servi à ça. En donnant des exemples de rois démesurés, en donnant des exemples de souverains sacrilèges, il montre bien où doit s'arrêter le pouvoir, qu'il y a à un certain moment une ivrise, c'est-à-dire une ivresse du pouvoir, qui fait qu'il devient aussi dangereux qu'un fou, enfin, qu'un roi qui est en état d'ivrise, c'est-à-dire en état d'ivresse du pouvoir, et comme un fou. C'est-à-dire, il est aussi dangereux pour sa cité qu'un fou. Il faut donc des rois conscients, on dirait aujourd'hui des rois qui respectent une constitution. Vous savez, Sophocle est allé très loin de sa réflexion. Moi, en lisant des passages de Montesquieu, je me disais, bien sûr, il a lu Sophocle. L'inverse n'étant guère possible, mais il y a d'étranges rencontres, et c'est pour ça que c'est un dramaturge qui m'a intéressé, que j'ai traduit son œuvre, parce qu'il y a une extraordinaire leçon de lumière et de conscience qui émane à travers justement des exemples terribles. Parce que Sophocle, quand même, il aimait bien l'horreur, et il se disait, quand on a peur, quand c'est terrible, quand c'est effroyable, quand c'est dur, quand c'est intenable, c'est là que les paroles passent le mieux, et que le message de clarté et de conscience est le plus perçu et le mieux perçu. Et en fait, une lumière qu'on retrouve à la fin de son œuvre, puisque c'est à 90 ans, je crois, qu'il écrit Édipe à Colonne. C'est à 90 ans qu'il termine l'histoire d'Édipe, qui a été la hantise, on peut dire, avec Antigone, avec toute cette série Antigone également, qui a été la hantise de la Grèce, enfin d'Athènes, disons. Le pouvoir sacrilège, le pouvoir incestueux. En plus, là, tout est accumulé. Hein. Et derrière tout cela, précisément, une cité qui s'auto-détruit par la guerre fratricide des deux frères, des deux fils d'Œdipe. Et donc, on a vraiment l'image du cancer, mais du cancer intérieur, qui grandit par incapacité des uns et des autres à savoir arrêter leur haine ou leur pouvoir. Et ça, c'est très frappant. Là, c'est la malédiction qui agit, parce qu'il avait aussi ce canevas-là. Il ne pouvait pas faire en sorte qu'en écrivant l'histoire d'Œdipe, qu'Étéocle et Polynice ne se tuent pas. C'était pas possible. Encore une fois, on revient à Roland, à Roncelot, il faut qu'il meure. Donc, il a quand même un canevas qui lui est donné par la tradition, mais de ce canevas, il a fait une extraordinaire leçon de réflexion et de conscience, parce qu'il montre à quel point eh bien, cette mort est le fruit de la haine, le fruit de l'ivrise, toujours, de l'ivresse, de la haine, du pouvoir ou de la force, et que c'est cela qui condamne les cités. Au terme de ça, il n'y a plus qu'une Thèbes détruite avec des ruines fumantes, où il n'y a plus que des chiens qui se promènent dans l'eau en cherchant des détritus. C'est ça la fin de Thèbes. Elle serait, d'ailleurs, Pasolini l'a magnifiquement montré quand il a fait du proie. J'allais dire c'est une atmosphère pasolinienne, mais c'est lui qui l'a restitué. Je crois que c'est celui qui a approché le mieux l'atmosphère terrible de Sophocle, parce que c'est pas drôle, Sophocle. Hein. C'est dur quand on commence Antigone. N'oublions pas, la ville est au bord de la guerre civile. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui comment sont des villes où les gens où les ethnies s'en sont déchirées. C'est ça. Plus personne ne sortir dans les rues. En plus, il y a eu la peste. Tout ça est atroce. On imagine que les citoyens restent chez eux enfermés.
Il y a un cadavre qui pourrit juste au rempart, et Antigone est la seule à dire il faut faire quelque chose. Et c'est ça commence dans une aube absolument désolée, à No Man's Land, avec la mort partout, avec la désolation, avec aussi cette gangrène qui est dans les cœurs, dans les consciences et dans les murs de la ville. Et en fait, Oedipe à Colone est une grande réconciliation. Alors Oedipe à Colone est donc la méditation qu'il a fait 30 ans plus tard, car il a écrit Oedipe à Colone 30 ans après Oedipe Roi, pour savoir qu'est-ce qui se passait et que faire d'Oedipe. Et là, c'est pourquoi d'ailleurs il y a plusieurs versions à sa mort. Et la version la plus, je trouve la plus lumineuse dans tous les sens du terme, c'est celle qu'a proposée Sophocle, car c'est Sophocle qui a proposé cette version-là. Et elle est restée ensuite pratiquement dans l'histoire, étant donné qu'il est né à Colone. C'était sa terre natale, qu'il aimait beaucoup. Inutile de vous dire que ça ne ressemble pas à ce qu'est Colone aujourd'hui, qui est une station d'autobus en plein milieu d'Athènes maintenant. À l'époque, il y avait des bosquets d'oliviers, et c'était des sources, et c'était une toute petite campagne, avec un temple des Euménides, des Bienveillantes. Il a donc fait mourir, disparaître Oedipe à cet endroit-là, réconcilié avec lui-même, réconcilié aussi avec les citoyens, grâce à une sorte de, on peut dire, de psychodrame ou de confession publique. Et surtout, qu'est-ce qui décide qu'il est réconcilié, qu'il est désormais réadmis, qu'il n'est plus un mendiant errant et maudit, qu'il n'est plus un galeux, qu'il n'est plus un lépreux? C'est le chœur composé de 12 citoyens d'Athènes qui délibèrent et qui disent « Eh bien, moi je l'absous, moi je l'absous, moi je l'absous ». Voilà. Sophocle qui est réconcilié avec les dieux. Sophocle, c'est Oedipe qui est réconcilié lui-même avec les dieux. Et savez-vous comment il meurt? C'est extraordinaire, la mort d'Oedipe. C'est la première mort dans l'histoire ou dans la mythologie, d'un homme qui ne laisse pas de corps sur la terre. Parce que c'est la réconciliation d'un homme qui a été le maudit par excellence, avec une cité qui, parce qu'elle est démocratique, a seul le droit de l'accueillir et de l'absoudre. Ce qui fait qu'Oedipe à Colone se termine, je dirais, dans la première lumière mystique de l'Antiquité. In,